Bonjour à tout le monde. Je suis très heureuse de présenter ce point dans un cadre, celui de politique des sciences, qui est interdisciplinaire, même si dans la salle, il y a effectivement plutôt des représentants des sciences sociales, mais je sais qu'en ligne, il y aura des gens d'autres disciplines et qui, en fait, ne savent pas forcément exactement toujours comment on travaille. Mais de la même façon que moi, je n'ai pas une grande idée de ce que c'est qu'un cahier de laboratoire en biologie, par exemple. Je pense que ça peut être intéressant aussi de faire circuler ces savoirs-là. Et euh, il me semble qu'on est à un moment un petit peu particulier où il y a plusieurs processus qui se déploient, qui sont liés à des logiques qui ne sont pas toutes les mêmes et qui, de surcroît, chacune sur le papier semble correspondre, disons, à de très bonnes intentions avec lesquelles on ne peut qu'être d'accord: intégrité, déontologie, consentement des enquêtés, science verte, le fait que les données soient fair, hein, findable, accessible, interoperable, reusable. RGPD, la RGPD, on est plutôt d'accord quand il s'agit des GAFAM, mais vous allez voir que ça nous pose aussi un peu des questions quand il s'agit des enquêtes en sciences sociales. Vérifiabilité, ou en tout cas la question de la vulnérabilité empirique de nos propositions. Or, il y a pas mal de transformations ces 15 dernières années sur toutes ces questions, et des transformations qui ont chacune un peu leur temporalité propre et qui finissent malgré tout. Et il suffit de demander un peu à tel ou tel collègue qui monte un projet ANR, un projet ERC encore pire, ou qui est sur une collaboration franco-britannique. Il suffit de prendre quelques nouvelles de comment ça se passe pour entendre des litanies de choses absolument effrayantes qui produisent soit une restriction de l'autonomie de la recherche ou de ce qui peut être intéressant à faire en sciences sociales, soit parfois des complets double binds, vraiment au sens chimiquement pur de ce que c'est qu'une double contrainte, où on vous dit de faire une chose et vous êtes obligé de faire le contraire. Alors, moi, je parle à partir d'une triple position, qui est une position de politiste. Alors, ça veut dire quoi, les politistes dans les sciences sociales? C'est ceux qui, quand même, travaillent pas seulement sur, mettons, l'organisation de la parenté dans un peuple lointain qui n'aura jamais l'occasion de vous lire, mais quoi que tout sujet puisse devenir objet de controverse, hein, mais qui peuvent parfois travailler sur des acteurs puissants, pas très sympathiques, un peu hostiles, avec qui, voilà, on n'a pas forcément d'affinité. Comme politiste aussi, qui a recours notamment à des enquêtes qualitatives, pas que, mais c'est vrai que c'est en partie cette dimension, disons, ethnographique du travail qui, aujourd'hui, me semble un petit peu menacée. Donc l'ethnographie, je vais y revenir, hein, je vais faire un petit passage d'ethnographie pour les nuls, même si je sais qu'ici, dans la salle, a priori, tout le monde sait ce que c'est que l'ethnographie. Et puis aussi, comme politiste basé à Jourdan, au département de sciences sociales, qui a été quand même un des lieux aussi, hein, qui a beaucoup contribué au renouveau de l'ethnographie en France. Alors, c'est quoi les principes de l'ethnographie? Alors, je vous ai mis quelques ouvrages de l'enquête ethnographique. Vous avez sans doute entendu parler de la façon dont Clifford Geertz analyse un combat de coq à Bali. Vous avez sans doute entendu parler de Street Corner Society, où William Foodwhite travaille sur la structure sociale d'un quartier pauvre italien. Vous avez sans doute entendu parler déjà de cette Sada. Qu'est-ce qui caractérise l'ethnographie? C'est la question du temps long, du travail sur un milieu d'interconnaissance et une façon d'utiliser la perturbation produite par le chercheur, la chercheuse, dans l'analyse des résultats. Ça veut dire que quand Alice Goffman, la fille d'Erving Goffman, travaille sur la délinquance et plus exactement le rapport des jeunes noirs américains à la justice, elle passe 6 ans dans un quartier noir et pauvre de Philadelphie, qu'elle se fait accepter, qu'elle fait copain, qu'elle se fait accepter en partie dans ce milieu où elle noue des amitiés pour décrire ce que c'est qu'une population qui se vit continuellement comme en fuite, même hors de prison, d'où le titre, hein, On the Road. C'est ce qui permet d'éviter les situations d'artificialité, de ne pas se poser en position scolastique, qui consiste à poser des questions aux enquêtés qu'ils n'auraient absolument aucun lieu de se poser, auxquels ils auraient du mal à répondre. Un exemple qu'on donne souvent, c'est que si vous voulez que quelqu'un vous explique comment on conduit une voiture,
vous apercevez très vite que le meilleur moyen d'expliquer comment on conduit une voiture, ça ne veut pas dire que les gens sont des menteurs, c'est de reproduire les gestes, parce que sinon on ne sait pas. On ne sait pas expliquer intellectuellement comment on conduit une voiture, et nous, en sciences sociales, on passe notre temps à essayer de trouver les situations qui permettent de restituer le sens pratique des gens. Bon. C'est ce qu'on fait en ethnographie. On utilise évidemment les perturbations créées. On accepte d'être embarqué dans l'enquête, comme Jeanne Favre-Sada, qui devient désensorceleuse dans le bocage parce qu'elle travaille sur la sorcellerie. Et puis, ça veut dire des façons de travailler qui supposent que, bon, en général, vos enquêtés sont au courant de ce que vous faites, mais rien ne peut vous garantir qu'ils le soient tout le temps et dans tous les cas. Parce que même si on vous a présenté à un moment, des gens entrent, des gens sortent, et puis il y a souvent ces moments où quelqu'un dit « Mais qu'est-ce qu'il fout ici, celui-là, il n'est pas de chez nous », alors que vous aviez pourtant négocié votre entrée sur le terrain. Alors, j'évoque ici quelque chose d'un peu plus particulier encore, qui est la question de la socio du travail, où encore plus que dans d'autres domaines, on va se retrouver assez souvent en situation de faire des enquêtes undercover. Et j'ai très volontairement cité Renaud Saint-Saulier parce que l'enquête undercover, où on ne dit pas qui on est, c'est pas seulement un truc de gauchiste énervé, c'est presque le b.a.-ba de comment on fait de la sociologie du travail au long cours, parfois en passant beaucoup de temps dans un milieu sur lequel on travaille. C'est ce que fait Renaud Saint-Saulier, par exemple, dans les années 70. C'est ce que fait Nicolas Jounin, qui utilise aussi la perturbation que crée son apparence, puisque quand il travaille sur des chantiers du BTP, on lui fait très souvent remarquer que c'est quand même très étonnant qu'il soit le seul blanc, il ne voudrait pas monter, il ne voudrait pas devenir contremaître, etc. Et donc, l'enquêteur intègre sa position à l'enquête. Alors, ça, c'est finalement un peu l'évidence de ce que c'est que l'ethnographie, l'ordinaire du métier. Et l'ordinaire du métier, il peut assez souvent vouloir dire qu'on avance masqué. Qu'on ne va pas directement demander aux gens les questions qu'on se pose, que bien sûr, il y a toujours une part de dissimulation, parce que sinon, il y a fort peu de chances qu'on arrive à obtenir les moindres réponses que ce soit. Alors, et tout ça, ça renvoie aussi à une façon de travailler que je qualifierais, et alors, par pitié, ne l'entendez pas de façon élitiste, même si, en l'occurrence, ici, c'est une institution où je pense qu'on peut travailler de façon très confortable, mais je dirais que c'est une forme d'artisanat de luxe. C'est quoi l'artisanat de luxe? C'est la plus faible division du travail possible dans un processus de production. C'est ça l'artisanat par rapport au travail industriel, la plus faible division du travail possible dans la production de ces données. Ce qui veut dire que vous ne déléguez pas les entretiens, vous ne déléguez pas l'observation, vous ne déléguez pas éventuellement la production des statistiques aux autres. Or, nous vivons un moment un peu particulier où tout un ensemble de choses a priori très sympathiques sur la protection des enquêtés, des données sensibles, la reproductibilité ou en tout cas la vérifiabilité des données, commencent à avoir des effets assez directs sur les SHS. Alors ces questions, et ces questions sur l'intégrité de la recherche, elles ont pour certaines une longue histoire qui ne vient pas des SHS pour beaucoup. Et on comprend assez bien que ces questions elles aient été posées. J'évoque ici deux scandales très connus des gens qui ont travaillé sur l'histoire des expérimentations médicales, mais qu'on connaît aussi bien en FHS. Hein. Les scandales Tuskegee et Willowbrook, qui disent aussi ce que c'est que le passif historique de la recherche expérimentale en santé. Qu'est-ce qui se passe quand on ne soigne pas la syphilis et comment ça évolue chez les gens? C'est ce qui a été expérimenté sur des fermiers pauvres afro-américains des années 30 aux 50 et qu'on n'a pas du tout prévenu de l'efficacité de la pénicilline quand elle est apparue et donc on a laissé la santé se dégrader. Voilà. Qu'est-ce qui se passe quand on laisse évoluer des hépatites et donc on a laissé des enfants se faire contaminer, des enfants qui étaient dans une institution d'handicapés mentaux. Et donc, évidemment, il y a ce passif historique sur ce que c'est qu'une recherche qui ne se pose pas les questions éthiques et qui expérimente sur les gens. Et il ne faut pas s'étonner qu'on ait, par exemple, la déclaration d'Helsinki de 1964 de l'Association médicale mondiale qui évoque cette question des human subjects. Qu'est-ce que c'est que les sujets humains dans la recherche? Et qu'il ne faut jamais que l'objectif de connaissance ne prévale sur les droits, les intérêts des personnes impliquées dans la recherche, et qu'il faut préserver la dignité, l'intégrité. Et donc, c'est suite à ces scandales en particulier
a été mise en place une régulation de la recherche aux États-Unis, qu'on connaît beaucoup notamment au travers des fameux IRBs, les Institutional Review Boards, et les comités d'éthique et ainsi de suite. Alors, on a nous aussi des précédents un peu plus, voilà, pas très glorieux non plus dans les SHS. En fait, malgré tout, moins de façon aussi dramatique hein, sur les enquêtés. Souvent, un exemple qui est donné de façon un peu fautive d'ailleurs en amphi, c'est la fameuse expérience de Milgram, qui est une expérience de psychologie sociale, proprement dit de sociologie. Vous connaissez tous qu'est-ce qui se passe quand on pousse des gens à obéir, à commettre quelque chose d'apparemment très grave. Ça ne passerait certainement pas devant des comités d'éthique. De la même façon que la fameuse enquête de Lodenfreitz qui travaille sur les pissotières et la drague homosexuelle dans les années 60. Bon, il fait le guetteur, mais surtout après, avec les plaques d'immatriculation des gens qui fréquentent ces lieux, il va les retrouver en prétendant faire une enquête tout à fait ordinaire de recensement, parce que ce qui l'intéresse, c'est de savoir si ces hommes qui fréquentent les pissotières et les lieux de drague sont mariés, pas mariés, etc. etc. Bon, ça passerait pas. De toute façon, lui-même n'a pas eu son diplôme à l'époque, donc il a été sanctionné même à l'époque. J'évoque deux cas. Donc, voilà, ça c'est ce que j'évoquais, le fait qu'il y a eu donc tout un processus relatif au consentement des enquêtés. J'évoque deux livres de sociologie qui ont été objet d'une affaire aux États-Unis et qui ont posé récemment plusieurs questions, la question de l'anonymat, la question de la protection des enquêtés, la question de la protection des données de la recherche, qui font pas tout à fait les mêmes choses. Shamus Khan, qui dirige actuellement le département de sociaux de Columbia, qui travaille sur une école d'élite, qui, inquiet à l'idée qu'un président américain nouvellement élu ne veuille récupérer ce qu'il aurait accumulé éventuellement lors de son enquête, qui avait bien anticipé. Il a caché ses données au Canada, à ceci près qu'il est cité à comparaître devant un tribunal américain pour quelque chose un peu différent, qui est que la famille d'une victime de violences sexuelles dans cette même école voudrait saisir son matériel de terrain pour pouvoir prouver ou pas qu'il y avait un encouragement systémique au viol dans l'institution, au non-respect des femmes. Et il se trouve complètement pris à rebrousse-poil parce qu'il pensait se protéger d'un client hostile et là, il se retrouve en quelque sorte en situation de ne pas soutenir une victime. Et malgré tout, il s'est engagé à ne pas divulguer ce qu'il a observé, à ne pas divulguer ses notes de terrain. Et donc, il se trouve dans une espèce de double contrainte. Et puis surtout, il se trouve aussi pas du tout soutenu par son institution. C'est Columbia lui dit, mais ça, c'était quand vous étiez dans une autre institution et que vous faisiez votre thèse. Donc, c'est pas nous qui allons vous protéger des frais de justice. Et quand il se tourne vers son ancienne institution, on lui dit, mais est-ce que vous aviez bien rempli tous les formulaires et tout est-ce que, voilà, vous étiez doctorant, mais est-ce que tout a été fait dans les clous? Et évidemment, il ne peut pas prouver tout ça. Et donc, il se retrouve à un moment presque sûr qu'il va devoir payer des dizaines, des centaines de milliers d'euros en frais de justice, jusqu'à ce que finalement la peur que cette mauvaise réputation ne retombe sur la famille des plaignants ne fasse que la procédure soit abandonnée contre lui. Mais il a très peur. Et dans un autre registre, Alice Goffman, après une réception publique extrêmement favorable à l'égard de son ouvrage, aussi parce qu'il est écrit dans un style plus accessible, sans doute plus proche du pôle un peu plus journalistique des sciences sociales, journalistique au sens en tout cas où l'enquête est impressionnante, pas au sens où elle ne serait pas exigeante, mais voilà. Alice Goffman va être attaquée de plein de façons. On va lui dire, il y a sans doute des choses bidonnées, or elle a détruit ses notes, et comme elle a détruit ses notes parce qu'elle travaille sur des jeunes hommes pour certains criminels, elle ne peut pas se défendre. Et par ailleurs, un professeur de droit l'attaque en disant, mais surtout Alice Goffman, elle mérite d'aller en prison parce qu'elle a conduit une voiture lors de ce qui allait vraisemblablement être une expédition punitive contre quelqu'un qui avait lui-même tué un de ses amis. Et effectivement, dans son récit, elle dit bah, moi j'étais au volant, les gars étaient furieux, etc. Bon. Alors, je ne suis certainement pas en train de dire qu'il ne faut pas réfléchir à la question de la protection des enquêtés. Je suis tombée sur ce passage assez nuancé, écrit par Bastien Bozard, qui, parce qu'il travaillait en contexte aborigène en Australie, a été confronté à une époque où c'était peu notre cas, a été confronté à ces questions de comité d'éthique, et qui dit bien que c'est compliqué quand on est en situation aussi post-coloniale et coloniale,
de complètement jeter à la poubelle une partie des questions qui se posent quand on travaille sur des peuples vulnérables, fragiles, qui ont traversé des dizaines, des décennies d'oppression. Et il montre d'ailleurs que les choses se jouent parfois à front renversé entre la bonne conscience, parfois complètement décalée par rapport aux réalités du terrain de certains IRBs dans les universités, et ses interlocuteurs du côté des militants aborigènes qui lui disent mais n'importe quoi, il faut qu'ils te laissent bosser, de toute façon le terme qu'ils ont utilisé est insultant, et donc les choses parfois se jouent dans une alliance avec ces enquêtés contre les Institutional Review Boards qui prétendent protéger les populations vulnérables. Donc le papier de ce point de vue-là est extrêmement nuancé. On a un autre problème un peu plus récent, hein, cette question en apparence très sympathique selon laquelle les données produites avec l'argent public devraient être accessibles. Bon, si on va par là, on devrait rouler gratuitement sur toutes les autoroutes de France, mais c'est une parenthèse. Bon, et les questions possibles entre le principe faire hein, des données accessibles, opérables d'un côté, la RGPD de l'autre, avec des formulations de compromis, le fameux des données aussi ouvertes que possible, aussi fermées que nécessaire. Bon, on le sait bien, le RGPD, il n'est pas spécifique à la recherche, mais il soulève cette question des données identifiables, identifiantes, pardon, et plus encore des données sensibles. Je peux vous dire que quand on fait de la science politique, par définition, on travaille sur des données qui sont toutes sensibles. Vous voulez savoir la religion des gens, pour qui ils votent, quelles sont leurs pratiques politiques. C'est a priori les éléments de base de ce qui va vous intéresser. Bon, je vous cite juste un petit mail d'une collègue qui voulait venir et qui n'a pas pu, et qui me dit « Je viens de passer les 3 derniers mois à faire passer mon programme de recherche ANR dans la moulinette des exigences RGPD, avec en plus des interprétations divergentes entre les différentes instances de contrôle, DPD du CNRS, IRB de l'INSERM en l'occurrence. Je confirme que cette nouvelle bureaucratie se venge sur nous, faute de pouvoir réguler les géants du numérique qui piétinent allègrement le RGPD. » Ça m'a fait rire, j'ai reçu ça aujourd'hui. Bon. Se rajoutent les questions d'intégrité de la recherche, compte tenu d'un certain nombre de pressions structurelles à la publication qui ne poussent pas forcément aux logiques les plus vertueuses dans précisément la façon propre de travailler. D'où un corpus assez composite de textes, de références, de systèmes qui se sont institutionnalisés et qui se traduisent aujourd'hui par la multiplication des IRBs. Il y en a des milliers aux États-Unis. La multiplication des exigences aussi de gestion, de dépôt des données, de délivrance d'autorisation avant d'enquêter, et un contrôle qui se passe de façon très décentralisée. Pour moi, c'est une des vraies questions sur lesquelles il faut qu'on ait une réflexion, parce que, par exemple, certaines revues ne vont pas accepter de publier des articles qui ne prouveraient pas que les enquêtés ont donné leur consentement, ou des revues vont considérer que tel article met en danger telle population que la revue va considérer comme vulnérable. Alors, je vais revenir précisément sur quelques cas concrets, vraiment tout à fait concrets de problèmes rencontrés par la recherche ethnographique en SHS. Et c'est la combinaison de ces problèmes qui, à mon sens, pose, nous menace. Parce que les questions de juridicisation, elles ont été évoquées par plein de collègues, je pense à Sylvain, Laurent par exemple, mais d'autres, dans un contexte où bien sûr, des enquêtés mécontents de ce qu'on écrit sur eux peuvent porter plainte, notamment pour diffamation. Ça fait longtemps que ça arrive. En sciences politiques, la Ligue savoisienne, par exemple, a porté plainte contre des collègues qui avaient évoqué le fait qu'ils étaient partisans du recours à la violence. Une fondation d'extrême droite japonaise attaque une chercheuse du CERI de la même façon. Mais aussi une animatrice d'un atelier d'écriture, même anonymée, trouve que ça nuit à sa compétence professionnelle, que sa description la présente un peu comme une autrice ratée, en fait, ou qui compenserait en tout cas, disons, une faible réussite dans le champ littéraire par ce travail-là. Bon. On connaît tous ces cas, des cas plus graves aussi, quand par exemple en France, ce doctorant qui travaillait sur le nationalisme corse voit débarquer la police qui saisit ses données chez lui. On sent aussi que la question du secret des affaires va clairement nous poser un certain nombre de limites. Marwan Mohamed, qui interviendra tout à l'heure, évoqué avec d'autres aussi un cas assez terrible, qui était le cas du Boston College Belfast Project, qui était un travail d'histoire orale sur le nationalisme irlandais, où les gens qui avaient mené cette enquête en histoire orale avaient garanti la confidentialité auprès de leurs enquêtés, jusqu'à ce qu'un des anciens enquêtés n'évoque ce projet, que ça arrive aux oreilles de la justice britannique, et que la justice britannique dise manifestement il y a des récits tout à fait intéressants pour la justice, on veut les saisir.
La justice américaine se range derrière la justice britannique, et voilà nos enquêteurs qui avaient garanti moralement la confidentialité, et je pense qu'il ne faut même plus garantir aujourd'hui la confidentialité, parce que si on la garantit, il faut absolument détruire toutes nos données. Mais on ne peut pas prétendre aujourd'hui garantir la confidentialité à nos enquêtés si on n'a pas une île déserte, un cloud sur la Lune, ou que sais-je, et avec personne qui pourrait saisir ces données-là. Sans compter, ça sera le propos, je pense, de Marwan, d'évoquer aussi ce que peuvent être les pouvoirs publics qui s'intéressent, par exemple, à un chercheur qui travaillerait sur le djihadisme et qui, incroyable, devrait aller consulter des sites djihadistes. Bon, alors tout ça, ça produit parfois un temps infini pour rentrer dans les clous avant la recherche. Je vais vous évoquer quand même 3 cas dont j'ai une connaissance directe et de première main. Bon, une collègue, amie, qui maintenant est de conférence, qui à l'époque était postdoc sur un projet franco-britannique, et donc avec côté britannique une très forte régulation sur les formulaires de consentement, et qui se retrouvait à lire des formulaires de consentement qui produisent à peu près le même effet pendant l'enquête que quand vous lisez la liste intégrale des effets secondaires d'un médicament. C'est-à-dire que vous allez au bout d'un moment, c'est pour ça que j'évoquais l'ethnographie au début. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on essaie de faire en ethnographie, de produire les situations les moins artificielles, les moins artefactuelles possibles. Et quand vous vous retrouvez à dire quelque chose, genre vous avez à tout moment le droit d'arrêter, vous faites exploser complètement la fluidité sociale de la situation. Deuxième cas, une ancienne doctorante qui travaille avec moi, postdoc au Canada. Elle travaille sur un projet sur le militantisme syndical au Sénégal. Son comité d'éthique lui demande de reprendre le projet, car il fallait fournir au comité d'éthique, c'est horrible, hein, tellement c'est... Il fallait fournir, elle travaillait donc sur le syndicalisme à Dakar, des contacts de psychiatres et psychologues sénégalais au cas où les enquêtés auraient ressenti des souffrances psychologiques après l'enquête. Et par ailleurs, on lui a expliqué que la méthode boule de neige, qui est encore du béaba chez les sociologues, qui consiste juste à demander à ces enquêtés s'ils ne connaîtraient pas d'autres gens qui éventuellement seraient intéressés par le fait de participer à l'enquête. Et on lui explique que la méthode boule de neige, ce n'est pas éthique. Pourquoi? Parce que ça fait pression sur les gens qui ne sont se faisant pas libres de renoncer à participer à l'enquête. Bon. Troisième et dernier cas, dont j'ai eu connaissance directe, c'est une doctorante que je co-dirige avec une collègue allemande, anthropologue. Elle travaille sur de jeunes Gambiens s'identifiant comme LGBT qui arrivent à Dakar et qui vont demander l'asile politique auprès du Haut-Commissariat aux réfugiés pour obtenir un statut de réfugié ou en tout cas une protection à partir de la persécution dont ils font l'objet en tant que gays en général, et plus rarement lesbiennes, en Gambie. À ceci près qu'au Sénégal, l'homosexualité est criminalisée. Et donc, que font ces jeunes gens? Ils vont voir le HCR, qui va leur proposer ce qu'on appelle des resettlements, des réinstallations dans un pays tiers, puisqu'ils seraient criminalisés finalement au Sénégal. Et quand ils vont voir le HCR, ils essaient surtout d'éviter les Sénégalais, les employés locaux sénégalais qui perçoivent à tort ou à raison ou à tort, parfois, comme homophobes, en tout cas comme alignés sur la position de leur État. Cette doctorante voit son article accepté en peer review par les 3 lecteurs anonymes, même s'il y en a un des 3 qui dit bon, il faudra vérifier quand même que c'est dans les clous du côté éthique. Et finalement, le comité d'éthique de la revue lui demande une autorisation écrite par un comité d'éthique qui aurait dû, selon elle, autoriser son enquête de terrain avant qu'elle la conduise. Alors elle répond bien sûr qu'on a discuté des questions éthiques lors des comités de thèse avec mes directrices, etc. Mais en France, en Allemagne, on le fait moins, etc. Elle fournit une lettre de la directrice allemande, puisque c'était plutôt son institution qui était abonnée, qui avait des liens avec cette revue, qui attestait que ces questions avaient été évoquées. Pas de retour, et finalement, elle reçoit ça. Qui lui dit merci beaucoup, et finalement, on va rejeter votre manuscrit. Parce que nous, dans notre revue, nous appliquons les principes de la déclaration d'Helsinki. D'accord, la déclaration d'Helsinki, c'est pour les questions des biomédicales, mais nous, on l'applique aussi au SHS, ça s'applique aussi au SHS. Et donc, voilà, il y a des populations vulnérables et elles seraient mises en danger par notre article. Alors, la doctorante, là, est atterrée, appelle les responsables de la revue, qui lui disent qu'est-ce que vous pourriez faire pour anonymer davantage? Et elle dit, presque sur le fond de la blague, à part anonymer les pays, je ne vois pas. Et bien, c'est ça qui va se passer. C'est-à-dire qu'elle a publié quand même un article d'ethnographie de la demande d'asile au Sénégal. Je dis au Sénégal parce qu'il suffit de la googliser à partir de son article pour savoir ce sur quoi elle travaille. Et c'est là qu'est l'hypocrisie du système.
où c'est in country A, refugees coming from country B. Alors, ça pose, vous voyez le genre de problème que ça pose sur le contenu de la science. Ce n'est pas seulement de la bureaucratie stupide. Ça pose des problèmes sur le degré de décontextualisation qu'on produit dans les SHS. Or, rien ne dit que toutes les SHS doivent produire seulement de la généralisation abstraite et décontextualisée. Si vous considérez, je sais pas, que l'islam contrérique au Sénégal, ou que tel leader politique, ou que telle chose, c'est important dans votre objet, comment vous faites pour préserver ça si vous êtes avec country A et country B qui vous dit que c'est juste voilà. Alors, si je devais synthétiser, je ne sais pas à quel point je suis déjà trop longue ou pas, il me semble que tout ça fait peser finalement des menaces, pas seulement, disons, sur notre quotidien, où on se dirait c'est juste une couche de bureaucratie en plus, qui déjà est assez largement pénible, et je ne suis pas sûre que nous en ayons besoin. Je citais tout à l'heure l'exemple de Clifford Geertz, mais vous savez que le combat de coq, c'était interdit à Bali. Et que précisément, c'est parce que Clifford Geertz participe à une observation d'une activité illégale qu'ensuite son terrain se passe drôlement bien et devient intéressant. Donc, même si on revient sur tout un ensemble de classiques des sciences sociales, c'est comme si, en fait, on devait dire à nos étudiants que la moitié des classiques des sciences sociales qui nous semblent importants ne passeraient pas les clous des comités d'éthique aujourd'hui. Bon, ne parlons même pas d'Humphreys et d'Episophia. Et tout ça, ça produit le risque d'une recherche artificielle, décontextualisée, dans laquelle on casse, on brise précisément ce qui fait la consistance d'un terrain spécifique. On ne peut pas toujours faire de toutes choses égales par ailleurs. Et tous les jours, ces questions se posent et rendent en particulier aujourd'hui les géographes extrêmement malheureux. Et quand vous dites à des géographes, dans une petite ville de 10 000 habitants, ça ne marche pas dans une petite ville de 10 000 habitants. Ça ne veut rien dire. De la même façon que la classique étude Middletown, qui était une étude aussi classique dans l'histoire des sciences sociales aux États-Unis, Middletown, ça part du principe qu'on anonymise avec une petite ville moyenne qui est supposée parler pour toutes les petites villes moyennes, mais est-ce que ça marche bien ce que c'est qu'une ville moyenne du point de vue du raisonnement des sciences sociales? D'où le risque d'une recherche complètement aseptisée, complètement décontextualisée, complètement standardisée, en plus d'une restriction de la créativité des SHS et de la possibilité peut-être de décrire le monde tel qu'il est et pas tel qu'il devrait être. J'y rajouterai aussi le risque d'une sorte de cynisme galopant dans le métier. Et comment ça se passe aux États-Unis actuellement? Ce qui se passe chez plein de gens qui travaillent avec des IRBs, c'est qu'on signe, et puis après, on va faire tout le contraire sur le terrain. Alors, est-ce que c'est le modèle qu'on peut souhaiter pour l'organisation de notre profession qu'en permanence faire le contraire de ce qu'on a signé parce que sinon on ne peut plus travailler? Je pense que c'est quand même un certain problème. La question de la définition de la vulnérabilité me paraît un autre problème. Est-ce que c'est à des institutions publiques qui ne font pas de recherche de dire, en général, en raisonnant à l'échelle de groupe, que les SDF, c'est vulnérable, il faut faire attention, les X, c'est vulnérable, etc. En raisonnant sur des groupes ciblés et finalement en invisibilisant, parce que c'est ça le résultat, en invisibilisant, je reprends la démonstration d'Emmanuel Bernheim, une collègue canadienne qui travaille au Québec, et il me semble que ça invisibilise un certain nombre d'expériences et de discours marginalisés, sans compter des risques qui existent depuis longtemps, qui sont les risques de la sous-traitance de l'enquête, qu'on voit déjà beaucoup galoper aussi bien dans le journalisme que dans la recherche, et qui consiste à faire dans le centre protégé les choses légales et à déléguer le dirty work, les choses incertaines à des assistants de recherche locaux qui subiront en plus un certain nombre des risques de ces pratiques. Et finalement, s'il y avait un parallèle à faire, il me semble qu'on pourrait le trouver du côté du fameux Code Hayes, qui est un exemple typique de décentralisation de la censure. Le Code Hayes, c'est ce qui explique que dans le cinéma des années 30 ou 60, vous ne voyez pas, par exemple, de baiser interracial. Vous n'avez pas le droit de voir non plus d'actes sexuels, donc vous avez une bouteille de champagne, un train qui rentre dans un tunnel, etc. Vous n'avez pas le droit de produire une vision d'institutions corrompues. Donc il y a toute une liste, etc. Alors, ce qui fait que maintenant, vous trouvez des compilations, par exemple, du cinéma pré-Code Hayes, et c'est vertigineux de voir ce qu'était le cinéma avant le Code Hayes. Et le Code Hayes n'était pas un code légal, c'est un code mis en place par l'industrie d'Hollywood et par des acteurs, pour certains catholiques, au sein de Hollywood, qui se disent on ne va pas risquer des procès dans la cinquantaine d'États américains, plus avec telle ou telle ligue de vertu, et donc on va pré-rédiger un code qui nous prévient et qui nous protège contre toutes les mises en cause dont on pourrait faire l'objet.
Et ça, c'est typique de ces formes de censure décentralisées où les expériences qui me reviennent sont très souvent des expériences avec, dans un cas, le fonctionnaire défense, parce que vous voulez aller dans un pays qui est tout colorié en rouge, alors qu'en fait, c'est seulement la zone nord, par exemple, etc. La personne chargée des comités d'éthique, etc., et qui sont en général plus seulement des chercheurs, donc une partie qui nous régule. Et il me semble que c'est un des problèmes qui nous menace. C'est cette forme très décentralisée où une revue vous explique que c'est la déclaration d'Helsinki qui s'applique à vous, etc. Euh, alors, ça ne veut pas dire que toutes les formes soient si rigides. Hein. Souvent, les gens qui connaissent bien les questions du RGPD disent non, en fait, il y a telle ou telle exception, mais c'est aussi un investissement extrêmement lourd de trouver ce que sont les formes et les formats jouables. Et du coup, en conclusion, effectivement, il me semble que voilà, on est dans cette situation très particulière. Voilà, là, j'évoque cette multiplication des IRBs qui tendent à s'étendre au-delà de ce pourquoi ils étaient prévus. Cette situation très particulière où à la fois on peut plus refuser de se poser ces questions. Je pense qu'il est important de se poser ces questions, mais qu'il est important de garder en tête que la régulation bureaucratique de l'éthique et l'éthique, ce n'est pas la même chose, que la prétention à la protection des populations vulnérables par des institutions et la façon véritablement attentive de protéger les gens, ce n'est pas la même chose. Mais qu'il est aussi important d'être peut-être plus actif, plus agressif, déjà pour revendiquer assez fièrement le fait qu'on a des éthiques professionnelles. Ça, je pense qu'on a tous des cas de conscience autrement plus lourds sur ce qu'on fait quand un doctorant nous dit là, en fait, je suis quasiment le seul témoin parce que je parle la langue d'un déplacement de population dans tel pays, qu'est-ce qu'on fait voilà, évidemment qu'on se pose ces questions et à mon avis, elles sont vraiment plus intéressantes que la mièvrerie bureaucratique à laquelle on est soumis. Bon, et c'est vrai que j'avais donné comme titre, c'est vrai aussi que cette question de la fin de la frontière étanche entre les enquêtés et les enquêteurs, c'est une des choses avec lesquelles on fait depuis pas mal de temps. Alors l'inquiétude, c'est si finalement littérature, journalisme, aujourd'hui, ne se retrouvait pas en meilleure position que nous pour décrire une partie du monde tel qu'il va. Quand je lis dans Le Monde le reportage sur les jeunes mineurs non accompagnés, consommateurs de stupéfiants à Barbès, qui je pense est le prochain prix Albert Londres, je me dis, waouh, si on envoyait des doctorants travailler là-dessus avec ce mode de régulation, est-ce qu'ils pourraient on se dit de la même façon, un reportage du Monde sur les consommateurs de crack, porte de la Villette. Je me demande aussi ce que donnerait un comité d'éthique par rapport à ça. De la même façon, c'est peut-être un hasard si Eva Joly, quand elle a envie la juge Eva Joly, quand elle a envie de livrer une partie de son expérience, choisit la forme du polar pour évoquer une partie des questions. Alors, est-ce qu'on va être contraint à ça? Est-ce qu'on va être contraint à des disclaimers, genre toute ressemblance avec des faits réels et fausses on sait hein, qu'on est parfois très bouleversé par des formes issues de la fiction et dont on a le sentiment qu'elles Orange is the New Black, par exemple, sur ce que c'est que les transformations du système carcéral américain. Je pense que c'est assez documenté, de moyen. Tout ça pour dire que ça a été à la mode à une époque, peut-être, de se moquer beaucoup, enfin, de montrer à quel point les sciences sociales différaient du journalisme. J'en suis certes tout à fait d'accord. Mais il me semble qu'il y aurait des alliances aussi à mener avec tout un ensemble de métiers qui ont aussi pour charge, même si c'est différemment de nous, la description du monde. Et que ben voilà, c'est des questions qui commencent à devenir un peu urgentes. Parce que là, c'est quand même des processus massifs qui commencent à attaquer nos façons de faire professionnelles.